Reconnaissons qu'en choisissant de vous soumettre une proposition de loi qui vise à garantir aux patients le droit de choisir leur fin de vie, le droit de définir pour eux-mêmes ce qu'est leur dignité, le groupe écologiste n'a pas choisi la facilité. Et ce d'autant que la proposition qui nous est soumise aujourd'hui n'a rien d'une proposition d'affichage. Elle est le fruit d'un travail opiniâtre et considérable, d'audition, de confrontation de points de vue, de réflexion, menée par notre rapporteure Véronique Massonneau, à qui je souhaite ici rendre un hommage qui va bien au-delà d'une simple solidarité partisane. Le sujet n'est pas simple, mais la question est essentielle. Elle est essentielle au sens premier du terme, car elle concerne ou concernera chacune et chacun d'entre nous et touche à notre conception de la nature humaine. Mais elle est également essentielle parce que la législation actuelle ne répond pas à de nombreuses situations et qu'il est insupportable que des questions aussi intimes doivent, faute de réponses législatives claires, être traitées dans le désarroi des malades, de leurs proches et des équipes soignantes, ou encore, pire, trouver leur solution devant des tribunaux ou être jetées en pâture à tous les voyeurismes. Oui, sur cette question, il faut agir. Et la proposition écologiste de ce jour propose, pour agir, un principe simple et clair, celui du respect de la liberté du choix de chacun. En préparant cette intervention, j'ai beaucoup discuté, échangé et lu les différents points de vue exprimés. Et il apparaît à mon sens que lorsqu'on aborde ce sujet, il est trois réflexions qui reviennent, trois objections qui sont levées, qui méritent que l'on s'y arrête. Parce que la manière dont elles sont traitées témoigne bien souvent de ce type de faux sens qui rendent la discussion difficile. La première des objections pourrait se résumer en une question. Est-ce que notre vie nous appartient? Est-ce que nous pouvons disposer de nous-mêmes, de notre corps, au point de pouvoir décider d'abréger cette vie lorsque la souffrance est insupportable? Notre conception de notre propre dignité atteinte, et alors même que l'issue fatale ne fait pas de doute. Il s'agit là d'un questionnement éminemment intime, d'ordre philosophique pour ne pas dire métaphysique. Et au risque de surprendre, je considère qu'il n'appartient pas à l'Assemblée nationale de le trancher, mais à chacun dans l'intimité de sa conscience. En examinant la proposition de loi de Véronique Massonneau et du groupe écologiste, ce n'est pas à cette question que vous êtes appelés à répondre, mes chers collègues. Non, c'est à une autre question, une question qui tient en ces termes. Est-il légitime que des citoyens pensent que leur vie leur appartient et agissent en conséquence? En ont-ils le droit? Et en vérité, à cette question, la République a déjà répondu, au moins 2 fois. Elle y a répondu dans un de ses principes fondamentaux, dont le rappel est si essentiel, nous l'avons vu ces derniers jours. Notre République est laïque. Cela signifie qu'il ne lui appartient pas de définir ou d'entretenir quelque croyance officielle que ce soit. La République ne décide pas, n'a pas à décider si notre vie nous appartient. Mais elle garantit à chacun la capacité de répondre pour lui-même à cette question. Et elle doit par conséquent garantir à celles et ceux qui pensent ainsi, qui entendent demeurer maîtres de leur vie, jusqu'au bout, que leur choix soit respecté et garanti. Oui, la laïcité est une première réponse qui doit nous amener à balayer l'objection qui consiste à nous demander de soumettre notre décision de législateur à une loi supérieure à la loi des hommes. Cette loi-là, qui est souvent foi, est éminemment respectable. C'est en la faisant vivre là où elle doit, c'est-à-dire dans la conscience et dans l'existence intime de chacun, que la République la respecte, pas en s'y soumettant. Et d'ailleurs, concernant le droit de chacun à disposer de sa vie, notre droit a répondu une seconde fois, en dépénalisant le suicide d'une part, en dépénalisant la tentative de suicide ensuite. J'entends les objections, une liberté n'est pas un droit, et les campagnes de prévention du suicide prouvent que la puissance publique entend enrayer la progression de ce phénomène. C'est juste, mais ce n'est pas la question, car la question du suicide assisté que propose le texte que nous examinons aujourd'hui ne consiste pas à faire la promotion du suicide en général. Elle est posée dans un cadre précis. Ceux et celles qui nous demandent de légiférer n'hésitent pas entre vivre et mourir. Ils et elles savent que la mort est là, proche. Ils et elles cherchent pour eux-mêmes
à répondre à la question du comment mourir. Dès lors, répondre à leurs demandes ne constitue pas à l'instauration d'un droit au suicide universel, qui serait garanti par une assistance à la personne en fonction de sa seule volonté, dont on perçoit bien qu'elle pourrait résulter d'un jugement altéré par une dépression passagère. Pour les patients dont nous parlons, la mort proche n'est pas une hypothèse ou une option, c'est une certitude. Et c'est la capacité à pouvoir choisir de la manière, la possibilité de pouvoir déterminer le moment que cette proposition entend leur garantir. La deuxième objection qui s'élève dans ce débat a trait à la déontologie médicale. Une partie du corps médical, très représentée et très active d'ailleurs parmi les membres de cette Assemblée, considère que l'assistance au suicide ou une aide active à mourir, une euthanasie, ne relève pas de la mission d'un médecin et même, pour certains, y contreviennent. Cette objection mérite d'être examinée et entendue, parce qu'aucune évolution de la réalité de la fin de vie ne sera possible sans la participation active et convaincue du personnel soignant. Le médecin est-il au service de la médecine ou au service du patient? Là encore, chers collègues, tournons-nous vers notre droit. D'abord pour rappeler que la loi Kouchner de 1992, la loi Leonetti de 2005, le projet issu de la mission Claes-Leonetti de 2014 mettent tous le malade au centre des décisions qui le concernent. Un patient ne peut plus être soumis à un traitement dont il ne voudrait pas. Un patient doit rester maître des décisions le concernant. L'instauration des directives anticipées, la désignation d'une personne de confiance sont des décisions qui ont pour but de garantir ce droit, au-delà même de l'état de conscience du patient. Cette proposition de loi renforce ces dispositifs, les précise et vise à les rendre plus facilement accessibles, compréhensibles aux patients, faisant des directives arrêtées, modifiables à tout moment, le cadre opposable à tout acte médical. Cette place du patient, ce rôle du médecin précisé par la loi permettent-ils pour autant de prévoir et d'autoriser l'intervention du personnel soignant dans un acte qui n'est pas un acte curatif? Voilà encore une question légitime, qui a en partie trouvé une réponse juridique dans l'instauration en 1974 d'un cadre législatif sur l'interruption volontaire de grossesse. L'IVG que notre Assemblée a érigé il y a quelques mois en droit des femmes. Lorsqu'ils ont eu à se pencher sur ce sujet, nos prédécesseurs ont tenu compte de ce dilemme déontologique qui se pose aux médecins. Ils ont reconnu le droit des praticiens de considérer en conscience que les seuls actes qu'ils étaient autorisés à réaliser sont des actes curatifs. Mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui garantit le droit individuel des médecins à l'objection de conscience, tout en les contraignant à désigner aux patients qui demanderaient une euthanasie ou un suicide assisté un autre praticien qui aurait fait un choix inverse. C'est là une proposition équilibrée qui tient compte, sans y répondre à leur place, des objections déontologiques de chaque médecin. Que ceux qui considèrent que le médecin n'a ni à provoquer la mort à la demande du patient dont la fin de vie est proche, ni à entamer une sédation profonde à visée ultime parce que cela disconvient à leurs convictions, à leur vision de leur mission de médecin, que ceux-là réfléchissent bien à cela, la proposition de Véronique Massonneau est la seule à garantir cette objection de conscience. Parce que le corollaire de la liberté de choix du patient, c'est la liberté de conscience du médecin. Un dernier mot, mes chers collègues, sur les risques de dérive. Un mot valise, qui signifie tout et rien, qui permet d'entretenir les fantasmes ou les peurs. L'observation des exemples étrangers devrait nous permettre de mesurer les avantages et les limites des législations que d'autres parlementaires que nous, qui ne sont pas moins respectueux de la vie humaine que nous, ou moins responsables que nous, ont adoptées. Nulle part, la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté n'ont eu pour conséquence de freiner le développement des soins palliatifs. Bien au contraire, parce que le développement des soins palliatifs est la seule garantie pour que le choix de ne pas y recourir ne soit pas entaché de suspicion. C'est pourquoi l'article 1 de cette proposition de loi débute par la nécessité d'un accès universel, garanti et identique sur tout point du territoire aux soins palliatifs. La meilleure garantie face aux dérives, c'est le choix éclairé et libre du patient et un cadre légal clair avec des contrôles et des évaluations. Je veux remercier ici Véronique Massonneau du travail considérable qu'elle a accompli. Je veux lui dire ma fierté en tant que coprésidente du groupe écologiste de voir un texte aussi complet et sérieux soumis à nos débats. Mais je veux dire aussi par avance la déception
pour ne pas dire le dépit, de voir si peu d'amendements déposés et de constater la volonté de ne pas débattre au fond et de privilégier sur un sujet pareil des postures politiques. La proposition que nous examinons, que nous devrions examiner aujourd'hui, est solide, est complète, est équilibrée. Et surtout, elle ne prétend pas répondre à des questions dont, je l'ai dit, les réponses ne relèvent pas du législateur. Non, elle est à la fois beaucoup plus humble, mais aussi beaucoup plus ambitieuse. Son adoption permettrait à chacun, patient comme soignant, l'exercice de tous les choix. Je vous remercie. Merci, Madame Pompili.